Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Dans l'actualité de ce vendredi 30 janvier, Miss France 2026 au contact des fans polynésiens. Hinaupoko Devez a rencontré le public, venu très nombreux aujourd'hui à la mairie de Papeete et au marché. Des fleurs, des autographes et de la culture marquisienne aussi, bien sûr. Les bâtiments publics de Papeete sont-ils aux normes anti-incendie? C'est la question qu'a voulu se poser la commune en commandant un vaste audit de ces infrastructures. Certaines ne disposent pas de moyens de lutte contre le feu. Notre rubrique du vendredi consacrée aux îles, Te Hono Ta'amotu. Nous recevons ce soir Vainui Marakai, en charge des aires marines éducatives à la DG2E. Elle nous dira ce que ces projets écologiques et éco-citoyens apportent aux élèves scolarisés, notamment près du littoral. Les plus grands ont peut-être, eux, déjà la tête dans les examens à venir. Que faire après le bac? Le rendez-vous est donné au forum post-bac à la présidence. Près de 2000 élèves sont attendus jusqu'à demain pour trouver des conseils et un accompagnement. Et puis, la grande finale des Voix des Outre-mer à Paris. C'est le Guadeloupéen Joseph Decange qui remporte cette édition. Mais pour le Polynésien Mathei Taraura, être arrivé en finale à Paris est déjà une grande victoire personnelle. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence donc avec le premier vrai bain de foule pour Miss France. Hinaupoko Devez a été accueillie comme une reine aujourd'hui à Papeete. 1 millier de personnes est venu l'accompagner entre la mairie et le marché de la capitale. Retour sur cette journée avec Rehei Nadjarian et Mirko Vanfo. Une première rencontre au plus près de la population. Hinaupoko Devez est accueilli comme une reine à la mairie de Papeete. Une séquence chargée d'émotions qui ne laisse pas la Miss France 2026 indifférente. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui je suis ici. Toutes les personnes qui ont fait partie de mon parcours, toutes les personnes qui m'ont rassuré, conseillé, fait prendre confiance en moi. Après une rencontre avec les officiels, Miss France prend la direction du marché de Papeete à bord de cette décapotable. Au fil du convoi, la foule s'épaissit, l'attroupement prend de l'ampleur. Elle est très belle, rien à dire. Je trouve qu'elle représente toutes ces belles valeurs de Miss, mais aussi toutes les belles valeurs de la culture polynésienne. Et je suis amoureuse de la culture polynésienne parce que vous avez des vraies valeurs du cœur. Je suis trop fière d'elle pour être Miss France 2026. On est trop contents. Elle est très belle. Elle représente bien la Polynésie et la France. Puis c'est une demi-marquisienne et française. Pour moi, en tout cas, c'est l'une des plus belles candidates que j'ai pu voir. Pour honorer les origines marquisiennes de Hinaupoko, la troupe Kaipeka o Te Kakayana fait trembler le marché de Papeete au son des poux et des parents. C'est avec un grand plaisir, une immense joie et une très grande fierté qu'avec grand plaisir on vient recevoir, on vient accueillir et on vient célébrer à notre reine, à notre TPU Enana, Hinaupoko, la Miss Marquise, la Miss France. Donc c'est une très grande fierté pour nous, on est très contents d'être là pour elle. Après la visite officielle, Miss France a pris le temps d'échanger longuement avec le public, offrant à chacun l'occasion de venir la saluer et de célébrer son sacre. En bref, un incendie a ravagé un atelier sur Prince-Inouï cet après-midi. Feu rapidement maîtrisé et sans gravité, heureusement. Et justement, la ville de Papeete a lancé un audit sécurité incendie de tous les lieux accueillants du public. C'est une première dans une commune de Polynésie, après l'incendie de Crans-Montana qui a causé la mort de 40 personnes en Suisse. Dans la capitale, certaines structures n'ont aucun moyen de lutte contre le feu. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. Le marché de Mapuru à Paraita, les écoles élémentaires, les maisons de quartier et même la mairie ont fait l'objet d'un audit de sécurité réalisé par le département d'études et de conformité de Sotel. 3 semaines d'évaluation cruciale pour la ville de Papeete. Un exemple flagrant, les quelques maisons de quartier, il n'y a aucun moyen de lutte contre le feu si jamais il y a un départ de feu. Il y a des maisons de quartier qui reçoivent des gens en urgence ou
Il y a des lits, il y a des familles qui sont là. Au total, 71 structures communales ont été inspectées, comme ici la caserne des pompiers de Papeete. En réglementation des ERP, des établissements recevant du public, on demande un extincteur par fraction de 200 mètres carrés au sol. Un extincteur de 6 litres avec additif. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur chacun des bâtiments, on a reçu de la part de la mairie des plans. Pour les établissements où il n'y avait pas de plan, comme vous avez vu, on fait un relevé, ce qui nous permet, suite à ce relevé, d'avoir directement un plan et des cotations. Et ensuite, sur tous ces plans, on va prendre le matériel existant, on va calculer les surfaces et vérifier que le matériel implanté est suffisant par rapport à la réglementation. La deuxième phase de l'enquête visera à remettre un rapport de synthèse à la mairie pour chacun des sites visités. Au travers de ce marché, un plan pour que la mairie de Papeete puisse prioriser les choses. Automatiquement, dans les priorités, il est plus simple de remplacer un extincteur, on peut le faire très rapidement, que de remplacer tout un système de sécurité incendie. Donc la mairie nous a vraiment demandé, au travers de l'analyse réglementaire, de pouvoir lui produire ce qui sera à faire sous 6 mois, sous 1 an, sous 2 ans et ainsi de suite, parce qu'il y a aussi une autre fonction à prendre en compte, c'est la fonction budgétaire. Un audit d'une telle envergure est une première en Polynésie. Coût total de cette opération, près de 3 millions de francs pacifiques. Et la commune de Papeete n'a pas souhaité s'exprimer. Nous vous l'annoncions en début de semaine, un homme de 37 ans originaire de Bora Bora a été tué quartier Le Maire à Wahine samedi dernier. L'autopsie pratiquée confirme aujourd'hui l'intervention d'un tiers. Une enquête est ouverte et selon nos informations, la conjointe de la victime a été interpellée. Info à retrouver sur notre site internet. Les policiers dans la rue, le syndicat Alliance Police Nationale a organisé un rassemblement citoyen ce matin sur la place du Monument aux Morts de Papeete. À l'appel d'un mouvement national, ils dénoncent le manque d'effectifs au sein des forces de l'ordre. Des policiers municipaux et des agents des douanes étaient également présents en soutien à leurs collègues. On écoute Johan Tehihipo, secrétaire territorial d'Alliance Police Nationale, qui réclame 50 postes en urgence. Il répond à Mirko Vanfo. On a évalué à environ 50 personnes le nombre de titulaires qu'on voudrait pouvoir avoir aujourd'hui, en urgence, encore une fois j'insiste, pour pouvoir exercer nos missions judiciaires. Alors, je permets la parenthèse, hein, on a vu le trafic de stupes, c'est une réalité, hein, ça augmente, la consommation, les violences intrafamiliales, la délinquance routière encore aussi. On voudrait pouvoir avoir ces effectifs pour lutter efficacement contre ces infractions. Hein. Place maintenant à l'interview consacrée aux archipels Tehono Ta'amotu. Vainui Marakai, bonsoir. Bonsoir également chacune et chacun qui nous regarde ce soir. Vous êtes chargée de mission au département de l'action pédagogique et éducative à la DG2E. En clair, vous vous occupez des aires marines éducatives. 7 écoles viennent d'être primées pour leur projet dans le cadre des aires marines éducatives. Qu'est-ce que ce genre de concours apporte aux élèves? Vous avez d'ailleurs amené un des trophées. Oui, j'ai apporté un des trophées. Alors, tout d'abord, c'est une manière de pouvoir valoriser les actions qui sont menées par les écoles depuis la maternelle jusqu'au lycée et qui regroupent plus de 700 élèves répartis dans les 5 archipels. Donc, c'est une manière de mettre en valeur leurs actions dans la durée qu'ils portent il y a des années de cela et qu'ils continuent de porter en faveur du vivant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets qui ont été primés? Alors, un des exemples, c'est la création d'une nurserie de bénitiers sur l'île de Mayo, et donc ce qui permet en fait de pouvoir fédérer aussi toute la communauté éducative, la population pour agir ensemble et mener des actions pour la transition en faveur de la biodiversité marine. Alors, les aires marines éducatives ont été créées il y a plus de 10 ans maintenant aux Marquises et elles inspirent beaucoup d'autres écoles, même dans l'Hexagone. Quelles activités typiques mènent les élèves?
Oui, c'est vrai que c'est né aux Marquises et ça se déploie de manière exponentielle dans le territoire régional, national et voire même international. Donc, ce qui inspire en termes d'activité, cela permet en fait, tout d'abord, c'est un dispositif pédagogique, éco-citoyen et un dispositif de classe dehors qui permet de décloisonner les savoirs, de pouvoir faire entrer des connaissances scientifiques, la recherche et de pouvoir permettre surtout aux élèves de pouvoir être en immersion dans un milieu naturel et ce qui fait du bien pour le bien-être, bien apprendre. Et ça leur permet également de pouvoir aller à la rencontre des familles, des pêcheurs, des experts, des associations de protection de l'environnement. Il n'y a pas que les élèves, il y a aussi tout un encadrement, un accompagnement d'adultes autour de ces projets-là. Oui, il y a des partenaires pluriels qui se traduisent par des biologistes, des familles, différents acteurs pluriels, des partenaires institutionnels aussi. Donc c'est l'occasion pour eux de pouvoir, avec les biologistes, d'aller observer le monde qui les entoure, sous notre lagon, qui est une belle richesse, et comment préserver, comment gérer de manière participative les espaces, les espèces et les ressources marines. À quelle priorité, ou en tout cas comment voyez-vous l'année scolaire 2026-2027 en matière d'AME, d'aire marine éducative ? Eh bien, je dirais que de par le fait de pouvoir lier les savoirs scientifiques, culturels, c'est surtout au travers de l'expérience directe, outre les connaissances, outre la mobilité, c'est vraiment l'expérience directe. C'est-à-dire que c'est de là que naît l'émerveillement. Donc je dirais qu'il faut émerveiller les élèves, il faut pouvoir nous émerveiller pour pouvoir agir de manière collective, intergénérationnelle pour notre riche et belle biodiversité marine et terrestre aussi, parce qu'ici, avec l'ancrage culturel, la terre et la mer sont liées. Merci beaucoup Wainoui Maraké. Je rappelle que vous êtes chargée de mission au département de l'action pédagogique et éducative à la DG2E. Vous vous occupez des aires marines éducatives. Et donc 7 écoles ont été primées lors du concours IFRECOR pour leur projet autour de la protection du lagon et de l'océan en général. Merci. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique du vendredi consacrée aux archipels Tehono Ta'amotu. À Fahiti, la route de la dorsale a été fermée à la circulation pour 1 mois. Des travaux d'abattage d'arbres jugés dangereux, puis la rénovation de la route sont en cours. La semaine dernière, un falcata s'était effondré sans faire de dégâts, mais paralysant la circulation. Pour les riverains, il leur faut temporairement faire un détour. La commune fait appel à leur indulgence. Juan Potoru, Hubert Liao. Depuis hier, les bûcherons sont à pied d'œuvre sur la dorsale pour couper les falcatas jugés dangereux. Une vingtaine répertoriée d'une hauteur de 15 à 20 mètres de haut, un travail difficile qui demande une méthode de coupe précise. Donc en premier temps, on a enlevé tout ce qui est branchage, donc il n'y a plus de portée. Hein? Voilà. Donc plus de sécurité. Plus de sécurité. Et après, on va faire en dernier que les troncs. Alors ce sont des travaux qui vont demander combien de temps, combien de jours? A priori, l'équipement nous a laissé 3 semaines pour le faire. Hein. Donc on va respecter le délai aussi. Si on peut aller plus vite, tant mieux. C'est bon aussi pour les gens qui habitent en haut. Bon, ça va éviter de faire le tour. Hein. Pour cette opération d'abattage, le pays a mis les moyens pour sécuriser la zone, 5 millions de francs pacifiques. Pour la stabilisation du talus, par contre, le budget est encore à l'étude, mais il devrait sûrement dépasser la dizaine de millions de francs. Donc pour le talus, pour l'instant, le talus ne présente pas un risque majeur. C'est plutôt les falcatas qui sont vraiment à flanc de talus. C'est ceux-là qui présentent danger. Et le coin un peu particulier avec là où le camion est tombé. Voilà pourquoi c'est la première phase de travaux. On va enchaîner avec une deuxième phase plus longue, peut-être plus lourde, pour reprendre le talus là où le camion est tombé. Mais ça sera une deuxième phase
où on restera la route ouverte avec des conditions à voir. Mais voilà, première phase, 3 semaines, et après on libère la route. Voilà. Pour accéder à leur habitation, pas d'autre choix pour les riverains que de faire le grand détour par la route menant au belvédère de Travo. Un itinéraire plus long et contraignant. Habituellement, on met 5 minutes de la maison à la grande route et là, c'est minimum une demi-heure de route. Alors au départ, non, on avait prévu des travaux pour 3 mois. Et je suis contente d'apprendre que les 3 mois se transforment en 3 semaines. Une fois les travaux d'abattage terminés, le pays prévoit de rénover la portion de route endommagée par l'effondrement d'un falcata. Selon les estimations, la route de la dorsale devrait être réouverte à la circulation le 20 février prochain. Direction Moréa à présent, où la commune poursuit son travail d'adressage. Il s'agit de donner officiellement un nom aux quartiers et aux servitudes, ce qui facilite notamment les interventions des secours. Après plusieurs mois de réflexion, des propositions ont été établies pour les 1114 voiries de l'île. Une première liste de noms est d'ores et déjà disponible. Elle peut être consultée sur la plateforme dédiée et accessible via un QR code diffusé sur les réseaux sociaux de la commune de Moréa Mayo. Image de notre correspondante à Moréa, Veikare Pereira. On parle éducation dans la jungle des examens et bientôt de Parcoursup. Les lycéens doivent souvent faire preuve de persévérance. Le Forum de l'orientation post-bac peut les aider à construire leur avenir professionnel. Sous le chapiteau de la présidence, des établissements de formation et des professionnels sont réunis jusqu'à demain. Objectif, informer, orienter et accompagner les élèves dans leur choix post-bac. On voit cela avec Théophane Telitua, Mirko Vanfo. Marama et Tétou sont tous deux en première STMG au lycée Paul Gauguin. Comme beaucoup de lycéens, ils ne savent pas quoi faire après le baccalauréat. Le Forum des métiers leur permet de découvrir différentes possibilités, notamment les aides à la poursuite d'études comme les bourses étudiantes. Quand tu as plusieurs options à choisir, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs chemins qu'on te propose. Certains de ces chemins sont très faciles, d'autres difficiles et du coup voilà. Ces lycéens ont déjà une idée précise de leur avenir. Ils souhaitent poursuivre des études universitaires et travailler plus tard dans le domaine de la médecine. Au stand de l'UPF, ils ont obtenu des informations sur les formations et les débouchés. Licence axée santé, oui, parce que je veux faire médecine plus tard. Donc c'est une sorte de passerelle en fait pour pouvoir aller en médecine. On nous a expliqué tout ce qu'il y a comme formation, où il faut aller et comment obtenir les métiers qu'on a choisis. Le forum présente aussi des formations professionnelles comme le BTS Conseil et commercialisation des solutions techniques, option nautisme, qui prépare les étudiants à conseiller et développer une clientèle dans le secteur nautique. Un véritable atout pour leur insertion professionnelle à l'issue de leur cursus scolaire. Sur les 2 ans, on a des périodes de stage, on reste dans la même entreprise, ce qui pousse en fait les entreprises, peut-être après les 2 ans de formation, d'embaucher les élèves. Le Forum des métiers propose plus d'une centaine de parcours différents. Un large choix pour les futurs bacheliers encore hésitants pour certains, tandis que d'autres envisagent déjà de poursuivre leurs études à l'étranger, notamment en Australie. Nous avons un représentant polynésien sur place à Brisbane et nous avons des représentants francophones dans les grandes métropoles en Australie. Donc à Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne et Adélaïde. Donc du coup, nous, l'idée, c'est de les accompagner étape par étape et d'avoir un représentant, une référence si besoin. Ça rassure les parents également. Le Forum des métiers se déroule sur 3 jours et permettra aux élèves de prendre le temps de s'informer et de choisir leur avenir professionnel. En bref, éducation toujours, André Canvel est le nouveau vice-recteur pour la Polynésie. Il a été nommé aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. Il devra notamment participer aux échanges autour de la future convention éducative État-pays. À Paris, les plus belles voix des Outre-mer étaient réunies à l'Opéra Bastille pour la grande finale du concours du même nom. C'est le Guadeloupéen Joseph Decange qui remporte cette édition. Un événement porté par le chanteur lyrique Fabrice Di Falco. Reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première, Nathalie Sarfati et Nordine Bensmaïl. N'oubliez pas cette voix des Outre-mer, VOIE, qui s'ouvre devant vous pour le... Dernier conseil de Fabrice Di Falco aux 11 candidats qui sont arrivés en finale du concours Voix des Outre-mer. Ils ont tous été sélectionnés tout au long de l'année dans chaque territoire.
J'ai rencontré des voix superbes, j'ai rencontré des autodidactes qui n'avaient jamais fait de chant et par le concours Voix des Outre-mer, ils ont pu se révéler en tant que chanteurs et donc c'est super, on est très contents de cette édition. Ils vont répéter avec un orchestre de 40 musiciens. Césia est la première à répéter. Très vite, je suis arrivée, direct, il faut enchaîner. C'est difficile de commencer, mais c'est quand même un honneur d'introduire l'émission. Voilà. En coulisses, Nelson se fait maquiller. Ce jeune candidat de 14 ans, scolarisé au Carbet en Martinique, est arrivé en finale de l'émission Prodige sur France 2. Ça ne m'importe pas de gagner. Ce qui m'importe, c'est vraiment la visibilité que ça peut nous rapporter à tout le monde. Parce que ici, dans cette salle, il n'y a que des talents. Cela fait 15 jours que les finalistes sont à Paris. Pour certains, comme Mataï de Polynésie, être à Paris, c'est déjà une victoire. Et le fait d'être présent ici, d'avoir vécu l'aventure pendant 15 jours, avec les masterclass, avec les différentes visites, c'est déjà avoir gagné. Les candidats se succèdent. Ceux qui concourent pour le prix pour la première fois. Ceux qui ont tenté plusieurs fois la sélection. Le prix Jeune Talent est décerné à Nelson Charles. Quant au grand gagnant, Joseph de Caen. Le voici, le chanteur guadeloupéen reçoit les félicitations de Thomas Thompson, célèbre baryton américain. Des rires et des pleurs pour une expérience qu'ils ne sont pas près d'oublier et un concours qui confirme une nouvelle fois la richesse et la diversité des talents d'outre-mer. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'une des informations principales. C'était le premier bain de foule pour Miss France 2026. Aujourd'hui, à la mairie et au marché de Papeete, près d'1 millier de personnes étaient venues pour tenter d'apercevoir Hinaupoko Devèze. Une rencontre populaire teintée de culture marquisienne. À suivre, la grande finale des Voix des Outre-mer, puis le documentaire L'Envol, 3 Voix des Outre-mer. Demain matin en radio, vous retrouverez Corinne Tehetia et Axel Mézinel pour vos journaux à partir de 6h. On se quitte avec des images du bain de foule de Miss France. Très belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.